je te dirais entre l'objectif et la finalité, est-ce que tu crois que vraiment un syndicat, c'est utile? Je pense que c'est utile, oui. Oui, je pense que c'est utile parce que ça fait un rapport de force. Voilà. Alors après, il faut être aussi dans le syndicalisme intelligent. Hein. Voilà, on n'est pas là pour dire, quand quelqu'un dit blanc, dire systématiquement noir. Donc il faut... Non, mais c'est important. Voilà. Et puis l'entreprise en a besoin. Est-ce que tu penses qu'ils ont un réel pouvoir, les syndicats? Ben, à l'heure actuelle, ils en ont beaucoup moins parce que les gens sont plus syndiqués, ils sont tombés dans un individualisme. Hein. Quand tu vois, par exemple, au dernier vote des législatives, qu'il y a plus de 50% qui ne sont pas allés voter, quand tu penses qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour avoir le droit de vote, tu te dis, mais c'est pas possible. Il faut que les gens s'expriment. S'ils ne s'expriment pas, ben, Mais il y a une raison ils vont descendre dans la rue après pour manifester pour des revendications qu'ils n'ont pas exprimées. Oui, bien sûr, mais Voilà, il y a donc, des raisons pour lesquelles aussi ils ne votent pas, les gens. oui, mais s'ils se mettaient à voter d'une manière massive, ils arriveraient à se faire entendre. Mais comme c'est pas obligatoire, on le fait pas. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Il faut prendre sa vie en main. Oui, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu crois que si c'était obligatoire, le vote, les gens, ça changerait la donne un peu? Ben, si c'était obligatoire, ils se sentiraient obligés de voter. Bien sûr que ça changerait la donne aussi. Ça serait peut-être plus près de la vérité. Voilà. Parce que là, Et puis même, on a des élus, mais en fait, puis même ils représentent qu'une moitié. on peut même aller au-delà de ça. C'est à partir du moment où quelqu'un est élu avec, allez, en gros, en moyenne, l'abstention, c'est 60% facile. 50, c'est plus de 50, Ah oui. 60. Donc ça veut dire que celui qui est élu, il n'est pas élu avec la majorité des inscrits, mais la moitié de la majorité des inscrits. Eh C'est-à-dire, oui. en gros, un élu, il est élu avec entre 25 et 30% des inscrits. Donc il n'est pas majoritaire. Il est pas, il n'est pas majoritaire. Et deux, on lui a donné le pouvoir quand même. On a donné le pouvoir quand même. Et après, on s'étonne que les lois qu'il veut faire appliquer ou le discours qu'il tient, peu importe, ben, ça marche pas. C'est normal. En fait, j'ai pas terminé un article Oui, tout à l'heure, oui, quand vas-y. j'ai été Dis-moi, élu oui, au oui, PS, reparlons-en, ouais. que le gars de la fédération m'a dit, t'es avec moi ou contre moi. Mais c'est que on avait une fédération locale, donc on était 10 élus socialistes. Eh bien, moi je pensais que les gens ils allaient travailler pour la ville. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va se faire. Mais non, ils travaillaient. Alors, avec les communistes, on n'avait que des strapontins. Hein. C'était un arrangement entre le PS et le PC. Oui, je te laisse Le PC, Martigues, tu me laisses le laissait Martigues. Marseille, voilà, et on leur laissait Martigues. Donc nous, on ne pouvait pas, PS, on c'est pouvait pas du tout Marseille, émerger, ouais, voilà, d'accord. déjà. Ouais. Et puis donc, ce que pensaient les élus là, du PS, c'était uniquement leur réélection, leur siège, voilà, point à la ligne. La ville, ils n'en avaient rien à faire, donc ils s'entretuaient entre eux. Puis en plus, dans le PS est arrivé l'époque des courants, Fabius, Rocard, C'était les années 80, ça. les années 80, ouais. C'était. C'était en 89. Defer était maire de Marseille. Plus. Plus. Non, plus. Ouais. Non, ça c'est moi j'étais élu en 89. Ah oui, d'accord. Donc c'était la fin des années 80. Ouais. Et les gens pensaient vraiment Tiens, l'autre jour, on a regardé le film avec Lelouch et Dujardin qui s'appelle La French. Tu l'as pas vu, ce film? Je l'ai pas vu, non. J'ai pas Eh ben, vu. très très bien. Et bon, regardez-le si vous entendez, si vous regardez cette émission sur YouTube, regardez. C'est intéressant de faire, par exemple, tu vois, voilà, c'était, enfin, voilà, je pense pas que dans ce film-là, ils s'amusent à raconter ils sont pas très, comment te dire, ils accusent pas en montrant du doigt, mais on comprend bien comment les affaires tournaient, quoi, et c'est un peu lamentable, quoi. Mais ça fait peur, quoi, même, carrément. Voilà, ça fait vraiment réfléchir. Alors, tu viens de quitter la boîte où tu étais, Voilà. où tu sauvegardais des disques durs, où tu en avais à peu près rien à cirer de ton boulot, tu as été syndicaliste, machin, là. Tu viens d'acheter cette grande structure, et là, comment ça se passe? Ça y est, tu deviens chef d'entreprise? Ben, disons que je me retrouve à la tête d'un établissement de 33 chambres, salle de restaurant, tout ça, en plein cœur du Vercors, à côté de la chapelle à Vercors, là c'est plutôt la réserve indienne,
parce qu'il y a 2 Vercors. Il y a le Vercors Versant. isérois et le Vercors dromois. Vercors sud, isérois, plus. c'est plus les gens qui travaillent, le Grenoble, tout ça. Et le Vercors dromois, c'est un peu la réserve indienne, ravitaillée par les corbeaux. Ouais. Voilà. Donc il fallait faire tourner l'établissement. Construire des routes. Et donc il était assez loin de la vie, quoi. Mon premier voisin était à 1 kilomètre. Voilà. Donc, Ah oui, quand même. ah oui, c'était carrément isolé, voilà. Donc il fallait, et puis la gare elle était loin, elle était à Valence, donc ou Die, donc il fallait, tu avais déjà une bonne demi-heure de descente pour aller à la gare de Die, et puis après tu rajoutais 3/4 d'heure pour aller à celle de Valence. Donc, donc c'est là qu'il a fallu que je me structure. Donc il fallait que je rende ce lieu très, très attrayant, voilà. Et donc accessible, attrayant, etc. Il fallait que je me donne les moyens de travailler. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un bel endroit. D'ailleurs, au conseil... Alors attends, je ne veux pas dire de bêtises, mais parce que je viens juste d'atterrir, mais ça serait pas la photo de ce bâtiment ici? Si, c'est la photo du bâtiment. Donc c'est la photo du grand centre, voilà. Ouais, la photo du grand centre. Voilà. D'ailleurs magnifique. On va la voir, on la regarde. Voilà, que j'ai vendu, mais que je regrette parce que il me manque énormément. Ah ouais. Oui, ben oui. Tu peux pas le racheter? Non, mais c'est trop dur maintenant le métier pour ça, c'est trop dur. Ouais. D'ailleurs, au conseil général de la Drôme, ils étaient tous étonnés que j'arrive à le faire tourner, parce qu'il tournait bien, alors qu'il est perdu dans la camoufle. Mais tant mieux, c'est un avantage aussi. Voilà, mais c'est parce les gamins devaient s'éclater là-bas. C'est parce que oui, en fait, j'avais 72 comités d'entreprise à peu près qui mettaient leurs enfants. Ah oui, c'était non-stop. Ouais. Combien de personnes tu pouvais accueillir? J'avais 130 gamins, en gros. Toutes les vacances scolaires, 130. L'été, juillet-août. Que juillet-août. Oui. Tu faisais pas l'hiver? Si, après l'hiver, on faisait aussi l'hiver, mais ça ne tournait pas aussi fort que l'été quand même. Voilà, mais les comités d'entreprise, moi je prenais que jusqu'à 15 ans, et les comités d'entreprise, ils disaient aux parents, inscrivez vos enfants là, c'est une valeur sûre. Voilà. Parce que j'étais extrêmement strict. Voilà. Aucun animateur fumeur. Ouais. Alors là-dessus, je me suis fait traiter de la ségrégation, tout ça, etc. Mais non. J'ai dit, moi, c'est dans le projet éducatif, on ne prend pas d'animateurs fumeurs parce qu'ils ont l'odeur sur eux, tout ça. Donc, voilà. Donc on n'embauche que les animateurs non fumeurs. Voilà. Ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs. Hein. Moi, chez moi, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Mais ça a bien marché. Il y a d'autres choses dans la rigueur que tu as imposée? Ah oui, surtout au recrutement. Alors, recrutement des animateurs. Jeunesse et sport, ils avaient trouvé ça très bien. Maintenant, on trouve ça très dur. Mais par exemple, l'animateur qui voulait postuler chez moi, parce que j'arrivais à 60 animateurs à peu près dans l'été, tout ça tournait, et je leur faisais payer des frais d'inscription. Comme quand tu vas à la fac, tu payes des frais d'inscription. Et bien là, pour qu'ils postulent, il fallait qu'ils s'inscrivent. Donc ils payaient, je ne sais plus si c'est 30 €. Il y avait une raison derrière ça? Oui, c'est que les animateurs, en fait, ils ne sont pas tellement fiables. Ils spéculent. Voilà, ils trouvaient un autre centre de vacances qui partait à l'étranger, ils te disaient rien, puis ils n'étaient pas là. Et puis toi, quand tu faisais les départs des gamins au départ de Paris, de Marseille, de Metz ou de Lyon, eh ben, il n'y avait pas l'animateur pour le départ. Et comment tu faisais pour convoyer les gamins? C'était vraiment très emmerdant. Moi, en tant qu'organisateur, il fallait prendre les devants, quoi. Donc déjà, je disais, voilà, vous allez avoir à payer 30 € pour les frais d'inscription. Ah, me dire comment? Je dis oui, à la fac, vous payez des frais d'inscription. Là, c'est pareil. Je dis, mais l'association vous les remboursera si vous êtes bien là le premier jour du départ. Donc, en fait, on prélevait 30 €, mais on leur rendait. Voilà. Et donc, ils étaient là. Ensuite, je leur faisais aussi un chèque de caution. Alors là, je prenais un chèque de 300 € qu'on n'encaissait pas. Je dis, ça, c'est pour le matériel. Si le matériel du centre de vacances se détériore de votre propre chef que vous avez, parce que vous n'avez pas pris soin du matériel, on prendra le chèque de caution. Voilà. Alors là, il faut qu'il me donne un chèque de caution. Et donner un chèque de caution. Qu'on n'a jamais touché, bien entendu. Hein. C'était juste pour les responsabiliser, parce que j'ai quand même eu des minibus que j'ai retrouvés dans des états lamentables. On oublie de serrer le frein à main, voici le minibus qui part, qui descend, et qui va trouver un gros tas de grumes, vous savez, les troncs d'arbres, des bûcherons, boum, qui s'enfilent dedans, un tronc dans le moteur, un tronc dans le pare-brise.
Il y a eu plein de fois comme ça. Des Une autre fois, le frein à main qui n'était pas serré, le bus qui traverse la route tout seul et qui va se mettre en peine de sucre de l'autre côté, vous voyez, sur les portes arrière et tout en l'air. Voilà. À partir de là, j'ai dit, bon, il faut quand même un peu faire quelque chose. Responsabiliser un peu les gens. Voilà. Et finalement, ça marchait très. Alors c'était très dur pour le recrutement parce qu'il y en a qui ne voulaient pas. Hein. Mais au moins. Mais ceux qui venaient, ils étaient motivés. Puis je ne sais pas, trouver ça bien, parce que finalement, c'était pas une arnaque, puisque les frais d'inscription, on les remboursait s'ils étaient là, et le frais de caution, on ne le touchait pas. Donc voilà, mais on ne le disait pas. Pourquoi ça a changé maintenant, en fait? Ah ben ça a changé, parce que maintenant, les gens ne savent plus se positionner, on ne sait plus mettre des règles, on ne sait plus les faire respecter. Les gens ont perdu quelque chose d'essentiel. Tu parlais d'amitié, en fait, de relations humaines, mais je pense que la confiance, elle a volé un éclat, en fait. Aussi bien en soi, hein, je parle pour tout le monde, hein, mais même aussi pour moi, pour tout le monde. On a perdu confiance en nous, et forcément, en perdant confiance en nous, les autres aussi perdent confiance en eux. Et surtout, la confiance entre A et B, elle a volé un éclat, quoi. C'est dément, ça, tu vois. Moi, c'est un truc, ça me... Pour moi, la parole donnée a 1 milliard fois plus de poids qu'un contrat signé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut avoir... Dans la vie, il faut avoir un positionnement clair. Voilà, si c'est bien clair. Souvent, par exemple, chez les parents, on va prendre la maman et la mère. La maman avec l'enfant, elle fonctionne dans le désir. Voilà, le gamin, je veux aller au cinéma, d'accord mon petit, on y va. Ça c'est la dimension maman. Et puis il y a la dimension mère, qui elle... Paternelle, tu veux dire? Mère, maman, oui, les désirs, et mère, les besoins. D'accord. Ah, tu veux aller au cinéma? Ah non, c'est pas possible. Demain, tu es à l'école, tu peux pas regarder la télé parce que demain, il y a école. Voilà. Et donc, il faut bien savoir utiliser les deux casquettes. Se positionner, quand c'est le moment d'être mère, c'est le besoin, donc non, il faut que pour ta santé, pour ta sécurité, il faut que tu fasses ça, c'est comme ça. Et puis, la dimension maman, elle peut faire plaisir. Alors, c'est pareil pour le père, hein, bien sûr. Voilà, c'est un positionnement. Et des fois, dans les familles, ça marche pas, des fois, parce que des fois, la mère peut se positionner mère pour un enfant, elle fonctionne qu'en mère, et puis pour le tout dernier, elle va fonctionner qu'en maman, par exemple. Donc après, ça crée des animosités aussi. Et tu penses que ça, en fait, ça fait partie en fait, du terreau qui a fait que la confiance entre les gens s'est dissipée? Un peu, les gens sont devenus très individualistes aussi, donc c'est dû à ça, avec la relation, l'éducation qui a volé un éclat en fait, un peu. Oui. Puis, mais parce qu'elle a été concurrencée aussi, cette éducation. Elle a été concurrencée d'abord par la télé, puis alors après Internet, n'en parlons pas. Oui, on s'isole, et puis voilà, et puis le collectif aussi, il en prend un coup. Par exemple, les centres de vacances, ils ont été complètement délaissés. Les centres de vacances, alors, à chaque fois qu'il y a un gouvernement, ça change de nom. Centre de vacances, colonie, CVL, centre de vacances et de loisirs, ça change de nom à chaque décennie, on change de nom. On essaye de redonner un certain... disons que les politiques n'ont pas valorisé, alors que les enfants sont plus en sécurité en centre de vacances qu'avec les parents. Voilà, parce que les centres de vacances, on fait quand même attention. Quoi. Je veux dire, si vous avez des directeurs qui sont diplômés en BAFD, qui tiennent la route et qui ont le souci d'eux, ils sont responsables d'eux. Hein, donc voilà. Hein. Voilà. Après, il faut cadrer aussi les animateurs, parce que les animateurs, ils sont de moins en moins... Ils ont de moins en moins de maturité, donc on met des animateurs de plus en plus jeunes, et donc il faut vraiment les responsabiliser, c'est de plus en plus difficile. Hein. Et puis sans compter les parents qui sont de plus en plus impossibles. Hein. Les parents, j'en ai eu quelques-uns. J'en ai un jour, il me téléphone, il me dit « Je viens d'apprendre que mon fils débarrasse la table ». Ah, j'ai dit, oui, c'est normal, on est en collectivité. Ah, mais c'est pas normal. Avec le prix que j'ai payé, il a payé 800 €, je crois, et avec le prix que j'ai payé, il ne devrait pas avoir débarrassé la table. J'ai dit, écoutez, vous avez payé 800 € pour combien de temps? Il m'a dit, pour le séjour de 3 semaines. J'ai dit, écoutez, l'année prochaine, ce que vous faites, vous le mettez au Club Med, et là, vous paierez 800 € par semaine. Vous voyez, et là, il ne débarrassera peut-être pas la table. Mais chez nous, en attendant, c'est l'apprentissage de la vie en collectivité. Donc, il continue à débarrasser la table avec ses collègues.
Personne n'est le larbin de personne ici. On apprend la vie en collectivité. Et maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez venir le récupérer, mais sachez que je ne vous rembourse rien du séjour. Voilà. On a raccroché et j'en ai plus jamais entendu parler. Voilà. Non, mais je crois que c'est un positionnement clair, net et précis. Dans ce monde, on ne sait plus se positionner. On ne sait plus se positionner. Voilà. Ce repas. Très bien. Merci, Très bon repas. Merci Mireille. Ah, merci Mireille, ce fut délicieux. J'ai bien aimé le poisson et surtout le dessert. Le dessert. Et c'est pas elle qui l'a fait le dessert. Un peu moins le café, mais bon. Le café, tu l'as pris sur la gueule, c'est ça. Moi aussi, la preuve en est. Alors, on en était où, tu me disais On va parler un peu de ton expérience en radio, parce qu'en fait, en définitive, on fait à quelque chose près le même métier. Quand on fait la radio ou quand on fait la série documentaire Être humain, c'est la même chose. Dis-moi un peu comment tu en es arrivé à la radio. Donc, tu travaillais sur Radio Maritima, c'est ça? Oui, Radio Maritima, et puis il y avait... puis j'ai travaillé aussi pour Radio France, j'ai fait correspondant. C'est-à-dire que tous les jours, à 10h, on faisait un flash sur la ville. Voilà, donc je donnais... C'était la radio, donc par téléphone, c'était facile. Voilà. Et après, la Radio Maritima, on a fait ça par plaisir, avec mon ami d'enfance, qu'on ne s'est plus quitté depuis la 4e. On s'est dit, on va faire un jeu cinéma. Donc on a fait un jeu cinéma qui s'appelait Générique. Donc c'était tous les midis dans la semaine, pas pendant les week-ends. Et ça durait 20 minutes. Et donc on posait des questions aux gens sur le cinéma, sur les compositeurs de films, les acteurs, tout ça, sur les scénarios. Et on leur faisait gagner des repas cinéphiles, c'est-à-dire qu'on leur offrait 2 places au restaurant, plus 2 places au cinéma. Voilà, donc il y avait des enjeux, donc tout ça, voilà. Et donc, évidemment, comme on a fait ça pendant 3-4 ans tous les jours, ben, c'était assez connu, et donc on avait notre public. Voilà. Et donc pas mal d'acteurs aussi, voilà. Alors qui, par exemple? Ben, Galabru, on a eu Albert Falco, le chef plongeur de la Calypso, parce qu'on ne faisait pas que le cinéma, on faisait aussi le magazine de l'aventure. Donc, ça s'appelait Horizon, on appelait le magazine de l'aventure. Et donc, on avait fait interviewer les vainqueurs du Paris-Dakar de l'époque, etc. Donc, on avait fait pas mal de Thierry trucs. Sabine ou des trucs comme ça, non? Oui, je ne me rappelle plus les noms, mais parce que c'était il y a quelques années, mais Jacques X. Ouais, c'était des Claude gens du Brasseur, coin, c'était des gens du coin qui habitaient à Châteauneuf-les-Martigues. D'accord. Voilà, et donc on les avait reçus, et donc on avait vécu le rallye avant et après, quoi, voilà. Tu m'as parlé tout à l'heure qu'une de tes valeurs fondamentales, c'était l'amitié. Là, tu viens de me parler de ton ami avec qui tu étais ami avec lui depuis l'âge de... Depuis la 4e. Depuis la 4e. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cet ami? Ben, l'amitié, c'est quand même quelque chose de fondamental. Les amis ne sont pas là que pour partager les bons moments. Ils ne peuvent partager aussi les mauvais. Donc avec Jean-Paul, parce qu'il s'appelle Jean-Paul, nous avons arrêté la radio. Et depuis 2020, nous faisons chaque année un voyage d'une semaine. En novembre ou décembre, on part soit aux Canaries, soit au Maroc, soit en Tunisie. Voilà, c'est notre semaine amicale qu'on profite ensemble, quoi, voilà. Donc c'est important, voilà. Et puis les amis, ben là en ce moment il a un peu de difficultés parce que sa femme est en mauvaise passe au niveau santé, et donc je lui téléphone souvent parce que là il est en train de broyer du noir, voilà. Donc il faut le soutenir, il faut lui rappeler que la vie continue et que sans la mort, eh bien, la vie n'existe pas. Donc il faut se battre pour y arriver, quoi, voilà. Tu viens de perdre ta maman il y a peu de temps. Oui, et l'autre jour, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que tu étais dans l'acceptation. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi d'accepter quelque chose de difficile? Mais accepter, disons que dans le processus du deuil, il y a d'abord le déni, puis après il y a la colère, puis après, à la fin, il y a l'acceptation, voilà. Mais là, comme moi, ma mère m'a préparé à son départ depuis de longues années. Déjà, d'abord, elle est partie il y a 15 jours et elle avait 100 ans. Mais à 96 ans, elle a fait un infarctus. J'étais aux Canaries, justement, avec mon ami Jean-Paul à ce moment-là. Et j'avais pas d'avion pour revenir.
Et quand ma fille Véronique m'a appelé en disant le SAMU vient d'amener mamie pour un infarctus, je me suis dit, bon, 96 ans, c'est terminé, j'ai perdu ma mère. Voilà. Donc là, j'étais vraiment très très mal, pleuré pas mal pendant 2 jours. Voilà. Et puis finalement, on est rentré, on lui a mis des petits ressorts dans les artères, et on va dire, pour prendre son jargon, c'est reparti comme en 14. Voilà, 96 ans, et donc elle a très bien vécu jusqu'à 100 ans. Voilà. Voilà. Donc elle m'avait préparé déjà un peu un départ. Et puis là, depuis quelques mois, c'était très 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 difficile de l'accompagner parce que bon, elle perdait son autonomie. On a tout fait pour la laisser chez elle. Voilà, la famille, on s'est mis en 4 pour la laisser chez elle parce que c'était mieux que de la mettre dans un EHPAD. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'était difficile à la fois pour les accompagnants aussi. Voilà. Et donc là, les derniers temps, elle a vraiment souffert au niveau respiratoire. Et donc, quand elle est partie, le soir, quand je suis arrivé de Paris, je suis arrivé à Paris le samedi matin, et le samedi soir, elle était pas très bien, elle était un peu dans un état comateux, et je lui ai dit, écoute, je te donne la permission de partir, ne t'inquiète pas, je suis là, tout va bien, voilà, tu veilleras sur moi de là-haut. Et puis dans la nuit, elle est partie. Donc on est resté, elle est partie vers 3 heures du matin, et jusqu'à 7 heures du matin, on est restés ensemble tous les deux, voilà. Voilà, c'était donc un au revoir. Et donc, bien sûr, il y a le chagrin, il y a le manque, parce qu'elle me téléphonait quand même 4 fois par jour. Tous les soirs, à 20h30, elle me téléphonait, je me couche. Voilà. Maintenant, le téléphone ne sonne plus, donc il y a comme un vide, et il y a le chagrin qui est là, mais il y a l'acceptation de la situation. Accepter les choses telles qu'on les trouve, voilà. Parce que c'est indéniable, on ne pouvait rien faire. Et puis tout le monde passe par là. Et sans la mort, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas la vie. Donc voilà. Maintenant, elle est de l'autre côté. Elle connaît au moins la vérité. Elle en a davantage sur nous. Voilà. Très belle définition, très bel hommage. Voilà. Est-ce que tu crois à une vie après la mort? Alors moi, je crois en rien. C'est fort possible. Pourquoi pas C'est une probabilité, on va dire, quelque part, quoi. On peut avoir des signes, on peut avoir... Voilà, mais... Est-ce que depuis que ta maman est décédée, tu as vu des signes un petit peu? J'ai pas vu... Si, son fauteuil vous savez, le dossier s'incline, à un moment donné, il s'est levé tout seul. Voilà. En fait, c'était la télécommande qui était coincée entre le coussier et le truc. Bon, voilà. Mais on peut dire, tiens, se rappelle que... La télécommande n'était pas là par hasard. Parce qu'en plus, j'ai entendu le bruit du fauteuil dans ce dossier sec, ça m'a rappelé quand elle le faisait marcher, quoi, elle a fonctionné. Voilà. Et moi, tu vois, on a mangé ensemble avec ma maman et moi. Oui. C'est une question très personnelle que je vais te poser. Qu'est-ce que ça fait de perdre vers l'au-delà la personne qui t'a donné la vie? Eh bien, je crois qu'elle continue à vivre à l'intérieur de toi. Le sentiment, il est encore plus fort que de son vivant, finalement. Elle est avec moi, elle m'accompagne de partout, elle guide mes pas, voilà. Donc, c'est beau, ça. Donc ça, c'est quelque chose d'indéniable, voilà. Il y a même une valeur, si tu veux, je dirais presque une valeur d'amour. Il y a une forme d'esthétisme dedans, tellement c'est beau et lumineux, tu vois. Oui, oui. Mais il n'y a pas de... Je veux dire que c'est pas matériel, donc c'est à l'intérieur de soi. Elle a pris une autre forme, elle continue à exister. C'est encore plus fort, voilà, justement, parce que c'est pas matériel. Et elle guide tes pas. Alain, j'ai une question très personnelle à te poser. Après avoir arrêté le porno, oui. Ce fut quoi le plus difficile pour toi? Ah ben de se recycler. Et puis bon, j'avais l'habitude de prendre des vitamines, il a fallu que j'arrête un peu parce que... Alors ça c'était la question Brigitte Lahaye, parce qu'elle est tombée par hasard dans mes fiches. Et oui, Brigitte Lahaye c'est une femme remarquable. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette Brigitte? Que j'apprécie beaucoup. Elle est bien, hein? Oui, très bien. Là, l'autre jour, je l'ai vue à l'émission chez Bernard Mabille, elle était extraordinaire, très gentille, la parole libérée, et puis, ma foi... Quelqu'un de très vertical. Voilà, c'est quelqu'un de très droit, et puis qu'on aime tout de suite, parce qu'elle est d'abord, elle a beaucoup d'empathie,
ce qui est très bien pour les gens, c'est très bien les conseiller. Et le jour où elle a quitté RMC, je crois qu'ils ont fait la connerie de leur vie, de la laisser partir, de la faire partir à Sud Radio. Ils auraient dû la garder à RMC. C'est comme Jean-Jacques Bourdin, ils auraient dû le garder aussi. Mais ils perdent toutes leurs perles, ils les envoient promener. Hein. Ils sont vraiment pas à la hauteur. Oui, quand on a interviewé Brigitte, j'ai trouvé quelqu'un de très structuré mentalement. Et Dieu sait si ça ne doit pas être difficile, après avoir livré tout ce qu'on a de plus précieux dans son intimité, etc., de l'avoir donné comme ça, presque en pâture au monde entier, d'arriver, c'est vraiment une force de caractère, tu vois, d'arriver à changer de prisme, tu vois, changer de manière d'être et de devenir quelqu'un de... mais vraiment très... Comme je te disais, tu vois, tout à l'heure, elle avait des réponses, Brigitte, qui sont très précises, un langage très... Ça, c'est vachement important, la précision du langage. Parce que ce qui se crée, les généralisations, les omissions et les distorsions, c'est parce qu'on manque justement de précision dans le langage. Elle répondait cash aux questions, elle répondait dans un laps de temps qui durait à chaque fois 2 minutes. Donc ça veut dire qu'elle avait vraiment quelqu'un de très vertical. Ben, disons qu'elle fait ce que je disais tout à l'heure, elle se positionne d'une manière claire et précise. Ouais, après, les autres, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Mais finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on pense soi. Puis après, le reste, les autres, ils font leur vie. Eh bien, écoute, c'est une belle transition pour arriver à la sophrologie. On a évoqué ça tout à l'heure un petit peu, où tu me disais que ça commençait à germer un petit peu en toi. On parle de sophrologie, il y a les pompiers qui passent à côté. C'est normal, j'étais pompier, c'est les collègues. C'est les collègues. Les collègues qui passent. Hein. C'est les collègues qui te font un bel hommage. Là, c'est un VSAV. Alain, tu nous manques. Comment, après que l'idée est un peu germée, après avoir rencontré ton copain ou ta connaissance psychologue, comment cette idée qui avait germé en toi s'est concrétisée? Elle s'est continuée dans le 3e chapitre de ma vie, dans le centre de vacances. On y est. Voilà. Dans le centre de vacances, d'abord, je me suis beaucoup battu. On a fait des manifs, j'ai barré les trains. D'ailleurs, c'est très simple, à la SNCF, ils m'avaient surnommé le Beauvais des centres de vacances, pour te dire. C'était même allé loin. J'ai barré les trains, les gendarmes ont auditionné, la SNCF avait porté plainte. Mais je me suis... Alors pourquoi tu as barré des trains? On a barré des trains parce que, si tu veux, dans les centres de vacances, c'était l'époque où le TGV, il n'y avait que ça qui comptait. Et en fait, dès qu'ils ouvraient les réservations, c'est-à-dire 2 mois avant, il n'y avait déjà plus de place. Parce que pour les enfants, ça ne les intéressait pas, parce que c'était des places à 50%. Donc ils ne voulaient pas mettre de place d'enfants. Donc on n'avait jamais de place. Donc j'ai barré le 18 juin, je ne sais plus de quelle année, date le 18 juin, on est allé barrer un train à la gare de Die. Et donc j'avais convoqué... la presse, les pauvres... Ah ben il y avait France 3, France 2, ils étaient tous là. Il y avait le député qui était là. Il y avait toute la CGT qui était venue m'aider, CGT du rail, là, puisque c'était la ligne de vie, donc il fallait défendre. Et en fait, il faut dire, un centre de vacances, moi c'était dans la montagne, donc les gendarmes, je les connaissais bien, c'était devenu des copains. Ils s'arrêtaient tous les jours pour prendre un café, voilà. Mais un gendarme, ça reste toujours un gendarme. Ça reste un être humain aussi. Ça reste un être humain, mais c'est toujours un gendarme. C'est-à-dire qu'il fait office de renseignement. Voilà. Donc, quand on voulait faire passer une information, si on la travaille un peu, on fait passer une information. Voilà. Donc, je leur avais dit, là, il y a tous les centres de vacances qui vont descendre de partout, toutes les fédérations, tout ça. Le fait de prévenir, c'est très important. Voilà. Je les ai prévenus, mais... Donc, il y a une autre écoute, en fait, quand tu les préviens, peut-être. Que si tu les mets en fait, c'était du bluff, donc, parce que j'étais tout seul. donc, faut les prévenir, mais donc ça a marché à feu de Dieu. Hein. Le sous-préfet m'avait convoqué et tout. Voilà. Et donc on a barré le train, mais à l'arrêt. Il faut le faire, barrer un train à l'arrêt. Voilà, comme ça, on n'embête pas les usagers, on ne met pas de retard sur les lignes, mais on exprime pendant l'arrêt. Voilà. Et donc ils avaient mis le carré sur la voie. Voilà. Ouais. Et quelques temps avant, on va dire une semaine avant, les gendarmes, ils avaient manifesté, c'est la seule fois où ils ont manifesté à Lyon. Et donc je les avais soutenus. Voilà. Et là, ils m'ont dit, Alain, t'inquiète pas, on veille à la sécurité, tout ça, les gendarmes, ils étaient là. Et puis, en partant, là, après la manif, il y a un gendarme qui vient me voir, il me dit, Alain, il faut qu'on t'auditionne, parce que la SNCF a porté plainte contre toi. Voilà. Donc, il m'a dit, mais tu viens quand tu veux. Voilà. J'ai dit, non, je veux venir tout de suite. Donc, le lendemain matin, j'y suis allé, et évidemment, ils m'ont auditionné,
Et les gendarmes m'ont dit, mais de toute façon, c'est pas toi qui as arrêté le train, c'est celui qui a mis le carré, un agent de la SNCF. Voilà. Donc on va dire ça. Voilà, très bien. Je sors de la gendarmerie, aussitôt, dépêche AFP, la SNCF n'aime pas les enfants, intimidation à l'ingiro, tribunal, parce que je les ai mis au tribunal en référé. Voilà. En référé, quand même. Ah ouais, alors je les ai mis en référé. Et donc j'ai gagné en référé. Pendant 2 ans, j'avais le droit de saisir comment on appelle ça, un huissier pour constater qu'il y avait des places. Voilà. Et qu'il devait me les donner. Voilà. Voilà. Et évidemment, la plainte, ils l'ont vite retirée de suite parce que c'était monté. Ça a été pris par l'Express, ça a été repris par toutes le Figaro. Ils en ont fait. Figaro, c'était la SNCF n'aime pas les enfants. Donc, ça faisait désordre. Hein. Voilà. Donc on s'est retrouvé à Montparnasse, à la SNCF avec le député. Voilà. Et donc pendant 2 ans, j'ai eu toutes les places que je voulais pour les enfants. Voilà. Presque gratuit à la limite. Ah non, pas gratuit, mais j'avais les places que je demandais les places, je les avais tout de suite, alors que les autres structures ne les avaient pas. Les autres centres de vacances. Et je leur dis, mais puisque vous faites pour moi, non, parce que vous êtes une association, donc c'est valable que pour vous. Si j'avais été un syndicat, c'est pour ça que c'est important de se syndicaliser. Ça permet le syndicat agit pour la totalité du monde. Voilà. Autrement dit, si ça avait été un syndicat qui aurait mis en référé, ben, ça se serait appliqué à tout le monde. Il y a une espèce de volonté universaliste un petit peu dans le syndicalisme quelque part. Voilà. Tu te rends compte ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à faire que les choses soient normales et cohérentes? Oui, mais c'est normal parce que la vie, c'est un combat permanent. Ouais, mais bon. Rien n'est acquis, il faut toujours se battre pour le... Voilà. Et oui, mais c'est comme ça. Ouais, mais c'est un peu lourd quand même, je trouve. C'est sûr que ce serait intéressant qu'on ait la vie tranquille, que tout soit... On dialogue simplement, quoi. Oui, mais même le dialogue... Est-ce que tout ça, c'est pas une sorte... tu sais, quand tu fais de la PNL, on te dit que la relation humaine, elle est basée sur le langage, verbal ou non verbal. Oui. Mais en fait, c'est ça le problème majeur de l'humanité. Et tu le vois notamment quand des peuples sont séparés par des barrières géographiques, comme ça peut être par les Pyrénées, les Alpes, etc. Et que de l'autre côté, tu as une autre langue. Donc il y a un langage dans lequel il y a une distorsion, une généralisation, une omission, tout ce qu'on voudra. Et les peuples ne s'entendent pas parce que c'est juste une question de verbe, en fait, quelque part. Oui, alors que finalement, ils ont un cœur comme tout un chacun. Voilà. Ouais. C'est sûr. Mais en fait, les gens maintenant, ils t'entendent, mais ils ne t'écoutent pas. Ou l'inverse, ils t'écoutent, mais ils ne t'entendent pas. Je me souviens, j'avais fait une interview d'un gars qui vivait avec sa femme et ses enfants, complètement retirés du monde. Mais vraiment, ils n'avaient pas l'eau, pas l'électricité. Ils vivaient dans des conditions difficiles. Et elle était bergère, lui, il était ébéniste. Elle a essayé de vendre ses fromages un peu dans les petits supermarchés de la région. Mais j'étais vraiment perdu, hein, je te dis. C'était vraiment... J'ai oublié le nom du village, mais alors, c'était à 3 heures d'ici dessus, perdu dans la Drôme provençale, mais dans un endroit complètement dingue. Et le mec me dit, pendant l'interview, il me dit, quand on est dans une ville, on croise beaucoup de personnes, mais on ne les rencontre pas. Alors qu'ici, quand tu croises quelqu'un sur un chemin, tu croises une seule personne, mais tu la rencontres vraiment. Oui, mais disons que dans les villes, les gens, d'ailleurs tu le vois à Paris, dans le métro, il y a 50 personnes, elles courent dans tous les sens et finalement tu es tout seul parmi la foule. Finalement, tu es plus seul à Paris dans le métro que quand tu es à la campagne, dans un petit village où il y a 200 habitants. Et je crois que la force de la relation humaine, c'est ça en fait. C'est pas d'être dissolu, c'est d'être uni. Et pour ça, il faut des circonstances particulières, il faut que le temps s'inscrive un peu dans la relation. Oui, mais il faut aussi aimer la rencontre. Parce que la rencontre n'est pas la relation. Alors après, on enrichit la relation. En fait, une relation, c'est comme disait Jacques Salomé, je fais beaucoup de stages avec lui, on symbolise la relation par une écharpe. Donc chacun tient son bout de l'écharpe. Et en fait, il faut prendre soin de son bout de l'écharpe. Il suffit qu'il y en ait un des deux partenaires qui lâche le bout de l'écharpe pour que la relation s'arrête. Donc ça ne marche que quand ça va dans les deux sens. Voilà. Prendre soin du bout de son écharpe. Jésus.
Qu'est-ce que tu penses du message de Jésus? Du message de Jésus. Ah là, il y en a pour des heures et des heures. Hein. Alors là, le message de Jésus. C'est un beau message. Oui, existe-t-il seulement? Je ne sais pas. Ah, est-ce que tu doutes sur la Par réalité contre, moi, historique de Jésus? Par contre, moi, je fais partie de la bande à Marie. Ah, explique-moi. Ben, disons que... alors ça, on est dans la 4e partie de ma vie. Alors, on reviendra sur la 3e, mais c'est pas grave. Oui, mais là... disons que comme ma 4e partie de vie se passe à Aix-les-Bains, juste à côté, au-dessus d'Aix-les-Bains, il y a un monastère où il y a des sœurs très gentilles, et il y avait un vieux prêtre. Alors c'était un prêtre missionnaire qui faisait de la chirurgie sur les lépreux, pour te dire, c'était vraiment... voilà. À quelle époque? Oui, je ne sais pas quel âge il avait, mais il était très, très vieux. Hein. Ah oui, mais la lèpre, il y a longtemps quand même. Ouais, mais voilà, ouais. Mais tu l'as connu? Non, je l'ai connu là, Et donc je vais chercher ma compagne de l'époque à ce monastère qui était allée parce qu'elle faisait partie de l'association. Et donc on rentre dans la maison du prêtre, et elle me présente à lui, et ce vieux prêtre, donc qui était un missionnaire, il me regarde et il me dit, toi, tu fais partie de la bande à Marie. Et voilà. Et bien depuis ce jour-là, je fais partie de la bande à Marie. Comment expliques-tu cela? Ben, je ne sais pas. Alors je vais te dire. J'ai d'abord un ami qui est mon trésorier de mon association et qui m'a fait ramener une petite statuette de Vierge de Notre-Dame de Lourdes, dont je la garde avec moi, comme Alain Delon. Alain Delon aussi, il a toujours sa petite Vierge dans la poche. Toujours. Voilà. Et pour te dire, une semaine après, je me promène avec ma compagne et elle cherchait un poste d'ASEM en CDI. C'est tout à fait introuvable, ça n'existe pas. Ils prennent toujours des vacataires. Voilà. Et CDI, ça n'existe pas. Et je me promène. Ce que c'est un poste d'ASEM? Poste d'ASEM, c'est une assistance maternelle. D'accord. Elle va aider un enfant, elle va assister l'enseignante pour un enfant en difficulté. Elle cherche ça voilà. En CDI, c'est introuvable. Voilà, en CDI, c'est introuvable, ça n'existe pas. Donc, c'était le dimanche, je me promène avec ma compagne au bord du lac du Bourget, du côté du Bourget du lac d'ailleurs, et un peu plus loin, sur le bord du lac, il y a une petite chapelle, toute petite. Et la porte était ouverte. Donc je rentre, en tant que curieux, oui. Ouais. Et là, il y a une statue de la Vierge. Et au pied de la statue de la Vierge, il y a un livre de doléances. Bon. Alors, je prends le stylo et je dis... Marie, merci de t'occuper de ma compagne et de faire en sorte qu'elle trouve sa place d'ASEM en CDI. Eh bien, j'écris tout ça. Bien. C'était le dimanche. Le lendemain, le lundi, le téléphone sonne, c'était une place d'ASEM en CDI. Ce n'est pas une interprétation que je fais. Ce sont les faits, tels qu'ils sont. Alors, est-ce qu'on peut parler de la force de la résonance? Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. C'est possible. Tout est possible, je ne sais pas. Voilà. Je n'ai pas d'explication en tant que mortel, donc je ne sais pas. Peut-être que j'aurai l'explication le jour où je passerai enfin la porte. Je serai de l'autre côté. Peut-être qu'il y aura le néant, peut-être qu'il y aura le plus tard possible. Autre chose. Plus tard possible, on n'est pas pressé. De toute façon, ça y vient... Quand il faut. Indubitablement. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Mais enfin, pour te dire, alors depuis, je fais partie de la bande à Marie, donc alors, je parle à Marie, elle m'aide, elle m'accompagne. C'est quoi la bande à Marie? Tu fais partie de ses disciples, en fait. Voilà, c'est ça la bande à Marie. Mais il y a des rites, des obligations, des critères? Non, il n'y a rien. Non. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, le missionnaire. Il t'a dit que tu en faisais partie. Je dis, mais attends, tu fais partie de la bande à Marie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Padre Pio? Non. Jamais. Non, c'est pas grave. De tous. Non, mais je ne suis pas pratiquant. Non, mais je fais simplement partie de la bande à Marie, ce qui est déjà un honneur. Et moi, je suis très intéressé par tout ce qui est de l'ordre du mystique. Eh oui. Parce qu'il y a quelque chose un peu... Alors, est-ce que ça vient uniquement de cette force de volonté inconscience des 80 ou 90% de ce qu'il y a dans notre cerveau ou de notre esprit qui fait qu'on ne le maîtrise pas encore et on est au balbutiement de quelque chose? Ou est-ce que derrière tout ça, il y a vraiment une grande force universelle
qui est de l'ordre de la grande spiritualité. Et quand je parlais de Jésus tout à l'heure, en fait, ce qui nous a amené à parler de Marie, sans forcément être chrétien, je trouve que le message du Christ, avant le concile de Nicée qui a créé le catholicisme, qui est bien différent du christianisme, et encore plus du message de Jésus, je trouve que le message en fait de Jésus est un message d'amour extraordinaire. Oui, mais c'est un message. D'une modernité. C'est un message d'amour, mais ça a été mis en lumière par les hommes. Donc, est-ce que c'est déformé? Est-ce que c'est pas déformé? Voilà. Pour moi, la seule religion qui est valable, c'est la mienne. Et c'est quoi la tienne? Mais moi. Et voilà. Donc, je me fais mon idée. Tu sais, souvent, je me mets à réfléchir à ce que c'est la relation humaine aujourd'hui avec toute la complexité de ce monde dans lequel on vit. Et je me dis en fait que tout cet univers qui est régenté par des lois qui se superposent à des lois, qui se resuperposent à des lois, qui fait que plus personne ne comprend rien à rien. Oui. Je me dis qu'en une seule phrase, on peut tout résumer. Et cette phrase-là, c'est une des phrases du Christ qui est très simple. C'est juste aimons-nous les uns les autres. Oui. Ça suffit. Oui. T'as pas besoin de fiscalité, t'as pas besoin de code pénal, de quoi que ce soit. Ça suffit. Oui. À partir du moment où on n'interfère pas sur l'intégrité physique et morale de son prochain, on n'a pas besoin d'autre chose. Oui. Mais d'ailleurs, Victor Hugo le disait, aimer c'est plus que vivre. Donc c'est hyper important. Aimer c'est plus que vivre. D'ailleurs, j'avais vu une pièce de Gérard Berliner qui avait fait une pièce sur Victor Hugo, Mon Alter Hugo, qu'il a mis 10 ans pour préparer. Il s'était même identifié à lui, il s'était laissé pousser la barbe comme lui. À la fin de sa pièce, là, je suis resté un quart d'heure sans pouvoir parler, quoi. Tout le public était debout et applaudissait, et on était carrément scotchés. Il était extraordinaire, ce Gérard Berliner, pour faire Victor Hugo. Voilà. Et malheureusement, il a fait un infarctus et j'ai appris sa mort par Michel Drucker. Voilà. Mais c'est vrai que aimer, c'est ce qu'il y a de plus important. Aimer, donner de l'amour, voilà. Mais, tu sais, il y a le yin et le yang dans la vie. Savoir le recevoir aussi. Il faut l'accueillir. Voilà, il faut accueillir cet amour qu'on te donne. Donc je disais, il y a le yin et le yang, et puis il y a surtout, on peut résumer tout ce qui se passe, c'est la bêtise des hommes. Elle se concrétise comment, selon toi, la bêtise des hommes? Par tout ce qui se passe, là, on voit bien. Les jalousies des uns, des autres. Alors qu'on doit être heureux de la réussite de son prochain. Bien sûr. Ou même qu'il y en a un qui gagne beaucoup d'argent. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. C'est bien, c'est la vraie richesse, c'est pas celle-là. Voilà. La vraie richesse, elle n'est pas matérielle. Non, elle est spirituelle. Voilà. Et c'est surtout une... Après, il faut un minimum quand même pour pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux, mais une fois qu'ils sont satisfaits, ça suffit. Ça c'est la pyramide de Maslow. Il y a la base d'abord vitale, voilà. Donc c'est sûr que voilà. Mais je crois qu'on peut y arriver en prenant du recul, en réfléchissant, en prenant de la hauteur, pas tout prendre des premières choses au premier degré, essayer de réfléchir un peu. Éviter de prendre les choses personnellement. Oui, et pas... voilà, en fait, et puis accepter de trouver les choses dans l'état où on les trouve. Voilà, parce qu'on ne peut pas influer tous les paramètres. Donc il y a une part de choses qu'on ne maîtrise pas, et c'est la vie qui guide vos pas. Voilà les pompiers qui rentrent. Oui, mais c'est un karma. Ils ont été rapides. Ils ont été rapides. C'est peut-être un autre là qui s'est jeté sous un train. Le premier amour de ta vie. La première. Le premier amour. C'est on va dire, j'étais en 4e. Oh. Ah bah oui. Pas avant? Ah ben non. À la maternelle. Peut-être un peu dans le primaire. Tu sais, l'amour pur. Mais c'était un amour secret. Oui, un amour platonique. Des filles de l'école publique qui me plaisaient, voilà. Mais bon. Ils te plaisaient, mais c'était platonique. Mais le premier vrai amour... Le premier amour, c'est quand j'étais en 4e. Voilà, alors, avec la femme de mes enfants. Ah, génial. Voilà. Alors raconte-moi un peu, comment ça s'est passé? Là, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que ça a été ce qu'on peut appeler un coup de foudre, par exemple?
Ah oui, non, mais Tu l'as vu, paf. En plus, on était voisins, donc voilà, Ouais, ouais. on se fréquentait, voilà. Puis, Qu'est-ce que tu as aimé? ben, ce que j'ai aimé, c'était de construire la vie à deux, c'était très bien, voilà. Non, mais au tout début, quand tu l'as vu pour la première fois, raconte-moi. Ah ben, je peux pas te dire. Est-ce que c'est lié uniquement au physique ou il y avait une résonance, une espèce d'aura autour? Tu as tout, tu as une attirance, tu as de l'amour, tu as de la chaleur, voilà, Quatrième, c'est jeune quand même. ben oui, mais C'est la quoi, valeur n'attend pas le nombre des années, cher ami. 14 ans? Alors comment ça s'est passé? Raconte-moi dans les détails, je suis trop curieux. Ah Mais ben bon. ça s'est bien passé, on a eu 2 enfants. Oui, non, mais au début, au tout début. Ah ben au tout début, ça, on est quand même, je me suis marié, j'avais 21 ans, donc tu vois, de la quatrième, on est resté quand même pendant quelques années fiancés. Mais c'était Quoi. la première femme que tu as connue? Oui, 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 oui. Oui, 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 c'était la bonne dès le départ, voilà. Voilà. Bon, après, ça ne nous a pas empêché de divorcer. Alors, ben, bon, on se connaît suffisamment sans que je fasse preuve de trop de, comment te dire, de trop d'indiscrétion. Mais je pense que tu es quelqu'un de suffisamment ouvert et de suffisamment solide Oui, pour que je te puisse te poser cette question-là. oui. Comment expliques-tu, et je pourrais répondre à ta place, hein, carrément, puisque moi aussi j'ai divorcé, comment expliques-tu qu'on en arrive dans une relation de couple qui est basée sur un amour pur au départ, à faire en sorte que petit à petit, les choses se dégradent? C'est dû à quoi? Il y a plein d'exemples. Bah, La disons, routine. c'est un peu comme un jardin, tu sais, si t'arroses pas les fleurs, si Alors pourquoi on n'arrose pas les fleurs? ben parce que On est pris par la le temps vie. fait qu'on passe à autre chose. Et puis les gens, ils évoluent d'une manière différente. Donc c'est pas obligé que ta compagne, elle évolue de la même façon. Donc à un moment donné, au lieu de converger, tu vas diverger. Voilà. Alors le tout, c'est Et d'en prendre diverge, conscience. c'est Voilà. beaucoup, comme Alors dirait. soit on répare, soit on peut pas réparer. Voilà. Donc après, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Ce divorce a été une grande souffrance pour toi? Non, parce que c'est moi qui l'ai voulu aussi. Toi aussi. Voilà. Voilà, c'était plus une souffrance pour elle, c'était plus Ah dur ouais. pour elle. Ouais, ouais. C'est la vie, en couleur. Tu as eu des enfants? Un Et, garçon d'abord et une fille? et oui, on a C'est commencé le par le plus. garçon, parce que dans les familles, d'abord, ce qui est le plus important, c'est le garçon. Oui, si c'est une fille. Ah ben, la fille, après, elle est venue après, 4 ans Oui, après, c'est le bon choix. La mais bonne. elle est très très bien, ma fille aussi. Voilà. Alors parle-moi un peu. Est-ce que tu te souviens, ben oui, tu t'en souviens forcément, le jour où tu l'as vu, ce petit être, sortir du ventre de sa mère et que tu as vu son regard, que tu l'as pris. Est-ce que c'est le moment le plus fort de ta vie? Ben, le moment le plus fort de ta vie, c'est quand on t'annonce qu'il va arriver, que tu, 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 tu assistes, c'était à l'époque de l'accouchement sans douleur, et donc tu accompagnes ta femme qui est en souffrance, qui fait pousser, pousser, souffler, donc voilà, donc, tu vois, déjà on commençait à faire un peu de la sophrologie, là. Respirer, pousser, voilà, donc voilà. Mais quand tu l'as vu, Et après, quand tu l'as vu, ben, mon fils, il faisait 3,8 kg, tu oh, vois. ça va, c'est bien. C'était bien, il pesait bien, voilà, voilà, voilà. Voilà, alors après, ben, tout le monde te Tu félicite. as pleuré à ce moment-là ou pas? Non, je n'ai pas Non. pleuré, non. Non, Santé costaud. non j'étais heureux d'avoir un fils. Voilà. Heureux, oui, mais tu peux pleurer de joie aussi. Oui, mais... Tu as géré tes émotions quand même. Oui, quand même, oui, là, oui, oui, non, je pleure pas. Je pleure au cinéma. Ah bon? Oui, c'est une folie. C'est bizarre. Ah oui, comme je te dis, Victor Hugo, là, que je suis resté un quart d'heure sans pouvoir parler, j'étais sous l'émotion. Ah, tu es plus touché par l'émotion, on va dire, allez, entre guillemets, même si c'est pas le terme qui convient, parce que c'est plus fort que ça, mais je dirais virtuelle ou représentative, que Oui. par la réelle, quelque part. Ben, dans la réelle, je suis Tu gères bien. peut-être plus armé, parce qu'au cinéma, Ouais, ça ouais. t'arrive comme ça d'un coup. Tu as la Voilà. situation qui... Tu es plongé dans un univers différent que tu contrôles pas forcément, quoi. Voilà, que tu n'en pas forcément, mais de toute façon, c'est beau de pleurer au cinéma. Ah oui, bien sûr. Hein. Moi, j'aime bien. Hmm. C'est un peu maso, mais enfin, c'est comme ça. Non, non, c'est pas, c'est au contraire, je trouve que c'est Ouais. une forme d'acceptation de la plénitude quelque part, quoi. Voilà, il faut... Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des films qui me touchent beaucoup. Voilà. Alors justement, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore, on revient un petit peu en arrière, ce qui est de l'ordre en fait du plus culturel. Est-ce que tu as un style de littérature qui te convient plus particulièrement et pourquoi?
Ben, le style de littérature en ce moment, c'est les livres de développement personnel, comme les romans de Laurent Gounel, qui est devenu un ami d'ailleurs depuis, parce que j'ai fait des interviews pour le journalisme, j'ai fait des articles sur lui. Et chaque fois, il m'accorde l'exclusivité de ses romans. Et par contre, je trouve ces romans extraordinaires. Au niveau réflexion, au niveau questions posées. C'est Voilà. quoi qui te plaît, hein? Ben, par exemple, son livre qui a fait son succès international, c'est L'homme qui voulait être heureux. C'est l'homme qui se pose un tas de questions, qui s'empêche de vivre, et puis qui rencontre un sage qui l'amène à réfléchir, et des fois il ne comprend pas pourquoi il lui dit de faire ça. Voilà, donc c'est bien. Voilà. Ou alors, son deuxième roman, c'était L'homme, Dieu voyage toujours incognito. Ça aussi, c'était pas mal. Voilà. C'est des romans que je vous conseille d'ailleurs, si vous ne les avez pas lus, c'est de les découvrir. Voilà. La musique? Alors, la musique, c'est plutôt chanson française, moi, tu vois. Voilà. Variété, Brel, Brassens. Oui, voilà, ouais, c'est j'aimais pas de bien variété. Brel, voilà, j'aimais bien Brel, mais bon, des fois, c'est un peu trop dramatique. Voilà. Comme dans la chanson Les Vieux, je ne pourrais pas l'écouter, là. C'est une horreur. Après ce que je viens de dire avec ma mère, j'aurais un mal fou à l'écouter. Avec le temps aussi de. Avec le temps de Léo C'est Ferré. terrible ça là. Ouais. Moi j'ai arrêté de l'écouter parce qu'elle est trop dure. Oui, oui. Elle est dure, hein. Oui, mais elles sont tellement près de la réalité. Ah oui, non, mais c'est atroce. Ce sont des Ah non, c'est trop dur. Ce sont des Il y a une version avec Jane Birkin qui l'a repris au Bataclan. C'est au niveau au-dessus de Ferré encore. Ah là, c'est un truc, je veux plus l'écouter. J'ai dit non. Ah, c'est trop noir. Ah ouais. C'est d'une justesse Oui. et d'une. Comment te dire, à la fois d'une cruauté, mais aussi c'est tellement vrai, tellement juste que c'est cruel, quoi. Tu vois, ça fait mal, quoi. Tu la prends là, tu te dis non, j'arrête, quoi. T'as envie de te jeter par la fenêtre quand tu écoutes ça. Tu sais, c'est la Mais peine. il faut savoir regarder la réalité en face. Et alors, tu me parlais de cinéma. Oui. Dernièrement, il y a un film qui t'a vraiment marqué, qui t'a plu, ou même ton film de chevet, tiens, par exemple. Oh ben moi, mes films chevet, ce serait plutôt Les Pagnols. Ah oui, on est d'accord. Rému? Rému, Fernandel. Est-ce que tu as été marqué par les deux films Jean de Florette et Manon des Sources? Est-ce que ça t'a plu? Les dernières alors versions? justement, de ces deux films qui étaient faits par Yves Montand et par Ouais. Daniel Auteuil, Ouais. ça avait été proposé à Michel Galabru. Pour faire le rôle du papé, c'est ça? Pour faire le rôle du papé, je l'aurais bien vu dans le rôle du papé. Ah ouais, bien sûr. Mais il a refusé. Pourquoi? Puis il a regretté ensuite, je ne sais pas, il m'a dit qu'il avait refusé, mais qu'il regrettait finalement de l'avoir fait. Ah ouais. Voilà. Et, Enfin, perso, ouais, et d'ailleurs, ce jour-là, c'est une anecdote, on était à Saint-Tropez, et il est rentré dans les bris, il m'a acheté Jean de Florette, Michel, et il me l'a dédicacé. Ah, génial. Voilà. Et puis on a regardé, tu sais, sur le port, il y a tous les yachts là, avec l'hélicoptère dessus, tout ça. Et puis les gens du yacht qui viennent prendre l'apéritif, et puis tu as tous les badauds qui sont là, qui badent. Il n'y a pas Voilà. photo. Et avec Michel, on s'est dit, tiens, on va se prendre une vieille barque avec les rames, on va mettre un peu de moquette sur les planches, et on va venir prendre le pastis entre les yachts. Je suis sûr qu'on fera plus de spectateurs que sur les yachts. Vous l'avez fait ou pas, non? Non, on l'a pas fait, c'est dommage, j'aurais bien Je voulu. suis sûr que ça matchait à mort, hein. Ah, non, j'ai rigolé. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux films-là? En fait, je crois que Galabru n'a pas voulu en faire parce que Oui, non, d'accord. c'était peut-être trop. comment dire, c'était sur un piédestal. C'était fait par Rému avant, tout ça. C'était. Il y a eu peur? Enfin, il n'y avait pas peut-être pas Rému qui jouait dedans, mais c'était déjà, Non, ça avait déjà c'était été pas tourné. Rému, Donc je voilà. sais pas qui c'était, mais. Voilà. Mais L'échelle était trop haute, peut-être? Enfin, le dernier barreau. je sais pas s'il a pas senti. Non, mais toi, tu les as vus ces films après? Oui, je trouvais que- Michel les a vus aussi? Oui, je pense qu'il les a vus, oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous Parce en avez- que Michel, quand il n'avait pas le moral, il me disait, quand j'ai pas le moral, je me mets un film de Pagnol. Voilà, il regardait. Moi, je trouve ces deux films-là, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est une. C'est la nature humaine, c'est ça en fait. Ouais. Ça. Eh ben oui, eh ben oui. Ils sont beaux ces films. Eh oui. Ça t'a plu? Tu les as La aimés, toi? jalousie, Il y bien a sûr, tout, oui, il y a tout. beaux. Ils sont beaux. Au début, j'ai pas trop aimé parce que j'étais habitué au Pagnol. Oui, voilà, l'époque. oui, ça change. Hein. Mais finalement, Là, il y a- quand on regarde avec un peu de recul, tout ça, on s'aperçoit que finalement, ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà, oui, c'est des chefs-d'œuvre, c'est incontestable. Voilà. Il y a tout. Alors, je t'ai un peu influencé dans le choix de ta réponse, je m'en excuse, mais tes
tes 2-3 films de chevet qui te reviennent à l'esprit où tu te dis, là, j'ai pris une grosse claque, quoi. Comment ça, une grosse claque? Les films qui t'ont vraiment... Là, je t'ai dit Jean de Florette, Manon des Sources. Ouais. Mais est-ce que tu as des films, toi, particulièrement, qui t'ont vraiment cloué Bon, il y en a plusieurs. Il y avait Le cercle des poètes disparus. Oui, il y avait, magnifique, ouais. Aussi. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Par exemple, Ça, ouais. c'était des films qui sont touchants et qui font passer une émotion. Donc ça, j'aime bien les films qui font passer une émotion. C'est magnifique. Voilà. En fait, j'aime bien les films d'auteur. Voilà. Ah ben oui. J'aime bien les films d'action. Tu mets le film d'action où tu n'as même pas besoin de réfléchir. Oui. Tu Mais sais ça- pas trop ce qui se passe, mais tu regardes, ça te distrait. Voilà. Et puis après, Oui, c'est ce qu'on appelle de l'entertainment. Ouais. voilà, après tu as le Du film. divertissement. Voilà, après tu as le film d'auteur. Et à ce moment-là, voilà. Tu rentres vraiment dedans. C'est un pouvoir magique quand même, tout ça. Après, il y avait un film aussi que j'avais aimé, c'était L'amour nu avec Marlène Jobert, qui avait un cancer du sein et son compagnon lui apprenait le chant des baleines. C'est vrai, C'est bien. Voilà. Nous, on a vu un documentaire récemment qui est pas mal, en fait. C'est sur une plateforme de diffusion Netflix, en l'occurrence. Ce film-là raconte une histoire d'amour entre un pêcheur et un poulpe femelle. Oui. Regarde-le si tu as l'occasion. Tu verras, c'est génial. Ah bon. Extraordinaire. C'est un peu inattendu. Ah oui, ben oui, c'est ça qui est bien. C'est que quand on sort en fait des sentiers battus, c'est là où dans l'extraordinaire se crée la vraie relation. Ouais. Tu vois. Et le gars, le pêcheur, va filmer pendant une année la vie de cette pieuvre. Alors j'ai plus le titre en tête, mais sur Netflix on le trouve, tu vois. Et c'est extraordinaire, quoi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Tu vois, trouver des sujets extraordinaires, des sujets où la relation humaine est montée à son paroxysme, tu vois, où la sensibilité de l'être humain, ce qu'il arrive à percevoir et ressentir et re-exprimer auprès de ses frères et ses sœurs, bah, le vrai message, il est là, quoi, voilà, tu vois. Services fiscaux sur mon centre de vacances. Après, c'est comme ça que je suis devenu dans ma 4e phase de vie. Voilà. C'était en 1998, là, j'ai eu un contrôle fiscal. À cause de Juppé, parce qu'ils ils avaient décidé de vouloir imposer les centres de vacances. Moi, j'avais créé mon centre de vacances sur le schéma d'une association. En fait, j'avais acheté le bâtiment. Au début, j'ai créé une association et le bâtiment que j'avais acheté à Hispano, que je vous ai dit tout à l'heure, je voulais l'acheter pour l'association. Et ils n'ont pas voulu. La banque n'a pas voulu prêter à l'association. Elle voulait prêter à quelqu'un en nom propre qu'elle pouvait éventuellement déshabiller. Voilà. Donc j'ai dit, j'ai fait une SCI. Et donc j'ai acheté la SCI, j'ai emprunté et j'ai loué le bâtiment à mon association pour le montant des mensualités. Voilà. Ce qui fait que j'étais à la fois mon propriétaire et mon locataire. Il faut le faire. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, j'ai eu un contrôle fiscal où ils voulaient prouver que j'étais gérant de fait. Donc, ils sont venus faire un contrôle à charge. Voilà. Alors, moi, j'étais très bon enfant, parce que normalement, on leur donne la comptabilité de 3 ans. Moi, je l'avais donné de 10 ans, j'avais tout mis. Moi, j'ai dit, il vient pour voir la vérité. Voilà, j'avais rien caché. Et donc, en fait, ils se servaient tout contre moi, quoi. Voilà. Ah ben, ils me disaient, tiens, vous faites concurrence. Ils voulaient démontrer que l'association faisait concurrence. Je disais, mais à qui on fait concurrence? Ah ben, ils me disaient, aux hôtels. Bon. Le lendemain, ils revenaient. J'avais fait signer une pétition à tous les hôtels du coin, comme quoi je ne faisais pas concurrence. Alors, ils me disaient, non, je me suis mal exprimé. Ce sont les gîtes, vous leur faites concurrence. Le lendemain, il revenait, il avait la pétition toute signée, comme quoi je ne faisais pas concurrence. Voilà. Donc tout ça, mais c'était vraiment incroyable. Après, il cherchait la petite bête. Ah, mais là, vous avez acheté un matelas à 2 places. Mais il n'y a que des matelas à 1 place dans le bâtiment. Ben, j'ai dit oui, il y a le cuisinier, des fois il vient avec sa femme. Donc il faut bien qu'il dorme avec son épouse. Donc il met le matelas par terre. Donc on a acheté un matelas à 2 places. Il dit oui, mais là, vous voyez, vous avez acheté une cabine douche. Mais des cabines douches, il y en a tout le bâtiment. Ouais, donc il cherchait vraiment la petite bête comme ça. Hein. Voilà. Et jusqu'au jour... alors ça a duré 2 mois à 2 pendant la Coupe du Monde. Hein, voilà.
Il y a une petite sonnette, mais on ne sait pas ce que c'est une clochette. C'est les pompiers qui t'appellent. C'est l'heure du thé, peut-être. On a beau les activer. Voilà, alors donc, où en étais-je? Oui, je disais que le contrôle de fiscal. fil en aiguille, il s'est mis à me dire, mais en fait, vous n'êtes pas une association parce que vous recevez vos adhérents, ils viennent tous les 2 ans. C'est-à-dire que je recevais les classes de neige et les classes de nature ou les classes préhistoire, mais ils venaient à 2 niveaux, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc en fait, ils venaient tous les 2 ans. Et donc il me dit, mais vous n'êtes pas une association parce que les gens, ils adhèrent tous les 2 ans. Alors moi je disais, mais vous êtes le trésorier de la grosse boule à Montélimar, on va aller voir si vos adhérents, ils adhèrent chaque année. Voilà, pour te dire comment c'était les rapports. Et il me dit, mais et puis je vois que vous êtes occupé des enfants de militaires. En fait, j'avais dépanné l'IGESA, qui est l'action sociale des armées. Autrement dit, c'est le comité d'entreprise des militaires. Il y a le fils du colonel, il y a le fils du caporal, et c'est tout mélangé. Voilà. Et donc j'avais dépanné pendant 2 ans cette association donc d'IGESA. J'avais reçu les enfants de militaires pendant 2 ans en attendant qu'ils construisent leur centre de vacances sur Villard-de-Lans. Je les avais dépannés. Et il me dit, s'occuper d'enfants de militaires, c'est pas faire du social. Je relève pas. Il me l'écrit. Il me l'écrit. Très bien. Parfait. Le ministère de la Défense a reçu un recommandé lui demandant de qualifier action sociale des armées, qui avait un fonctionnaire des services fiscaux qui disait que ce n'était pas faire du social. Et évidemment, on a envoyé la copie à tous les députés et à tous les sénateurs. Donc ça a fait beaucoup de lettres, mais ça a fait énormément de foin. Si bien que le directeur départemental des services fiscaux de la Drôme, l'inspecteur et le vérificateur, ils ont tous les 3 été mutés. Voilà. Là-dessus, Jacques Chirac, il a dit sous l'Assemblée nationale, Jospin est arrivé. Donc j'ai saisi la Cour des comptes, et donc j'avais quand même un redressement d'1,3 million de francs. Ah oui, c'est pas rien. C'était pas rien. De toute façon, j'ai dit, c'est simple, hein, je vous donne les clés, je me mets en cible au bord de la route, déshabillé par le fisc. Voilà. Hein, voilà. Et il me disait, mais prenez un petit avocat, on négociera. Oui, bah, au lieu de faire 1 million d'euros, ça vous fera que 80 000, voilà. Puis le lendemain, il venait, il me dit, ah non, en fait, je vous ai dit une bêtise, en fait. Comme ça n'a pas été déclaré, vous n'avez pas le droit. Oui, ils cherchent de la thune, en fait. Voilà, ils cherchent de la thune, ils font la politique du chaud ou du froid pour te faire craquer au maximum. Voilà. Et là, avec moi, ça n'a pas marché. Donc, ils se sont retrouvés mutés. Voilà, tous les 3. Et donc, à la Cour des comptes, Maître Goulard a fait la règle des 3 R pour les associations. Et donc, tout a été annulé. Voilà. Mais ça a été un vrai combat. Mais tu te rends compte, là, toi, les gens qui vont voir l'interview vont comprendre que tu es quelqu'un de bien. Ça se voit, c'est même pas besoin de le dire, tu vois. Ça, c'est toi qui t'avances. Non, mais c'est bon, ça se voit, quoi. Il faut arrêter, quoi, tu vois. Qu'est-ce que... Franchement, mais les gens qui sont dans l'action, qui œuvrent pour le bien des jeunes, machin, etc., mais pourquoi on leur met des bâtons dans les roues, quoi? Les jeunes, ils ont besoin de personnes comme toi, ils ont besoin de ça. Tout le monde le réclame... de la volonté fondamentale du cœur et on vient te mettre des bâtons dans les roues pour des matelas ou je sais pas trop quoi, mais ce monde-là il est terminé, c'est fini tout ça. Oui. Alors après j'ai eu le contrôle du travail, l'inspection du travail. Alors là ça a été arde de charde. D'abord ils ont commencé par venir, ils ont cerné un centre qui était à Vassion-Vercors, un centre familial de vacances. Et en fait, ils avaient mis tous les gendarmes autour du centre. Et il y avait 2 inspecteurs de l'URSSAF et 2 inspecteurs du travail qui rentraient dans le centre. Et à chaque personne qui rencontrait, ils disaient, mais vous êtes quoi? Vous êtes un client, vous êtes un peu travaillé. Et le directeur de la maison, il savait que moi, j'étais un peu la poigne. J'étais le mauvais des centres de vacances. Il m'appelle, il me dit, tu sais pas ce qui m'arrive, on est cerné. J'ai pris le téléphone, préfet. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous vous êtes rendu compte que tous les enfants sont en train de téléphoner à leurs parents que le centre est cerné par les gendarmes. Mais vous voulez mettre à feu et à sang, vous voulez ruiner la profession. J'ai dit, on est pour les contrôles, mais pas de cette façon-là. Ah non, mais c'est bon. Voilà. Alors, aussi sec. Attends, c'était pas une plateforme de deal internationale pour faire blanchir l'argent de la cocaïne de la Colombie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'était du temps de Juppé. Ouais. Il avait lancé ça sur les centres de vacances aussi pour les redresser. Et ils sont venus 15 jours chez moi. Alors évidemment, les gendarmes, ils n'avaient pas voulu venir chez moi.
Donc il n'était pas autour. Et de 2 inspecteurs de chaque, il n'y en avait plus qu'un. Un inspecteur du travail, un inspecteur de l'URSSAF. Donc l'URSSAF, il est parti voir les animateurs. Et l'inspection du travail, elle vient avec moi. On se connaissait déjà, on s'était déjà frité une fois sur l'affichage de l'horaire du travail, parce qu'elle voulait que j'affiche l'horaire du cuisinier. Mais bon, le cuisinier, j'ai dit, moi je suis là pour lui laisser la liberté. Il s'organise. Si on fait un pique-nique, il vient plus tôt. S'il faut faire manger, mais il vient un peu plus tard. Et ça dépend du temps. Je ne peux pas lui mettre les papiers sur le papier. Ça, voilà. Et donc, elle me dit, bon, je veux voir les contrats de travail de tout le personnel. Alors, je lui montre. Et puis, je lui dis, elle me dit, mais et celui-là? J'ai dit, ça, c'est un animateur au pair. En fait, j'avais l'habitude de doubler mon équipe d'animateurs officiels qui étaient obligés. Je la doublais par des stagiaires qui faisaient leur stage, qui n'étaient pas rémunérés, mais ils étaient nourris, logés, voilà. Et donc eux, ils étaient au pair. Voilà. Et donc, ils doublaient, tout le monde s'y retrouvait. Le jeune faisait son stage, les animateurs, ils avaient un adjoint avec eux, et les enfants étaient en meilleure sécurité. Voilà. Donc, elle me dit, mais ça n'existe pas, vous êtes dans l'illégalité la plus complète. Alors, j'ai dit, mais alors, vous êtes venu avec votre inspecteur de l'URSSAF, là. Donc, on va l'appeler, et on va lui demander pourquoi, sur les animateurs au pair, il me prend des charges. Parce que je paye des charges sur les animateurs au pair. Je dis, si ça n'existe pas, il ne peut pas me prendre des charges. Vous voyez? Alors il faudrait que vous accordiez vos volumes, parce que là, on ne peut plus travailler. Bon, elle tourne la page. Elle me dit, bon, puis j'ai dit, vous voyez là, tous ces... j'ai dit, des fois, pour l'autocar, je suis obligé d'appeler un collègue aussi qui a une entreprise de taxi. Je l'appelle pour venir m'aider à ramasser les enfants quand il va faire orage. Donc, comme j'avais plusieurs autocars, il venait, il m'aidait, voilà. Elle me dit, ah, mais il faut faire la déclaration à l'embauche 24 heures à l'avance. Je dis, même, quand il y a l'orage, je ne sais pas. Alors j'ai dit, j'ai trouvé la solution, vous savez ce qu'il va faire? Il va le faire bénévolement. Alors là, elle s'est bien en colère. Elle me dit, les bénévoles, ils mangent le pain des salariés. J'ai dit, madame, vous êtes en train de m'insulter personnellement. 30 ans de service en tant que bénévole au bord de la route, à faire la sécurité. Et puis vous voyez les secrétaires qui sont là en train de bosser là. Elles sont salariées, et si elles sont salariées, c'est parce qu'en amont, il y a des bénévoles qui ont créé l'association. Donc vous êtes une offense. Et si vous voulez, on met le procès du bénévolat sur la place publique. Oh, ils sont repartis tous les deux, il n'y a jamais eu de rapport de la visite. Disparu. Voilà. Donc, tu vois, on était vraiment... On avait beau être perdu dans la montagne, on était quand même embêtés. Des fois, je me demande s'il n'y a pas des formes de cabale derrière tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi ils viennent te chercher des poux dans la tête à toi, quoi? Oui. Parce qu'en plus, il savait très bien que quand il m'a demandé 1,3 million de redressement, il savait très bien que je ne pouvais pas le donner. Tu crois que la République, elle n'a pas d'autre chat à fouetter que ça, quoi? Oui, mais c'est plus facile, ils ne sont pas embêtés. Voilà. Les gens, d'habitude, ils disent rien, ils se laissent faire. Parce que finalement, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je ne me suis pas laissé faire, j'ai attaqué. Quand j'ai eu dit qu'il était trésorier de la grosse boule, il m'a dit, mais comment vous savez ça? J'ai dit, mais moi, je sais tout sur vous. Voilà, donc, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà.